L'année 2024 est une année exceptionnelle et je pense qu'on s'en souviendra longtemps comme l'année pendant laquelle on aura pu observer les plus incroyables aurores boréales partout dans l'Hexagone. La nuit du 10 au 11 mai en particulier aura été certainement une nuit dont on va se souvenir longtemps et pas que pour les photographes. Aujourd'hui, on est le 22 mai quand j'enregistre cette vidéo et si je le fais, c'est parce que ce n'est peut-être pas fini les aurores dans l'Hexagone pour cette année 2024. Le soleil est toujours dans une phase qui est hyper active et il est tout à fait possible qu'un tel spectacle se reproduisent. Alors, si vous avez loupé les aurores boréales de la nuit du 10 ou 11 mai, que vous avez pu faire des photos mais que vous voulez simplement les améliorer si l'occasion se représente et surtout pas manquer les prochaines aurores, je vous raconte comment ça s'est passé pour moi et je vous explique comment faire ce type de photos. Préparation et anticipation des aurores boréales, prise de vue, réglage, traitement des photos, je vous raconte tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la photo nature. Avant de tout vous expliquer, si la photo de nuit, de voie lactée, de paysages étoilés vous intéresse, j'ai écrit un article complet sur le sujet et je vous offre un guide des 10 erreurs à éviter absolument et ce que vous devez faire à la place pour sortir de magnifiques photos de ciels étoilés. Cliquez simplement sur le lien qui est juste sous la vidéo. Maintenant que c'est dit, place aux aurores boréales et première étape, anticiper. C'est ce que j'ai pas du tout fait pour la nuit du 10 au 11 mai et qu'il faut absolument éviter. Personnellement, première erreur que j'ai commise, j'étais pas du tout au courant de l'arrivée possible d'aurore boréale et j'ai eu l'info vers 22h30 quand les premières photos ont commencé à tomber sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, gros coup de speed d'excitation, je vous passe les détails. Donc première chose que je vous recommande, c'est d'installer une appli sur votre téléphone qui va vous donner le KP actuel et des prévisions. Le KP, c'est un indicateur de l'importance des perturbations du champ magnétique autour de la Terre, qui sont justement ces perturbations responsables de l'apparition des aurores boréales. Ce KP, il varie de 0 à 9 et plus il est élevé, plus la probabilité d'observer des aurores boréales est élevée. Personnellement, j'ai installé Aurora Forecast qui marche très bien, mais il existe plein d'autres applis. Et puis bien sûr, si c'est pas déjà le cas, installez une petite appli météo pour avoir l'état du ciel parce que malheureusement, si c'est tout bouché, on verra rien. Deuxième chose que vous devez anticiper si vous voulez faire de belles photos des aurores, c'est le site depuis lequel vous allez essayer de réaliser vos observations et vos images. Essayez de trouver un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible et en particulier quand vous regardez vers le nord, donc évitez les endroits juste au sud d'une ville ou d'une grosse agglomération. Parce que même si avoir les aurores boréales au-dessus d'un beau paysage urbain, ça peut faire de superbes photos, c'est quand même un petit peu risqué parce que si l'intensité des aurores boréales n'est pas aussi élevée que les 10 et 11 mai dernier, vous risquez juste de pas voir grand chose. Mais c'est pas le tout d'avoir un site qui n'est pas trop pollué par les lumières urbaines, encore faut-il qu'il soit photogénique. Donc ce que je vous recommande, c'est de décider à l'avance précisément du lieu où vous allez vous rendre parce que les aurores elles peuvent débarquer à tout moment et vous n'aurez pas forcément le temps de tergiverser. Toujours côté anticipation, pour ne pas tout louper bêtement le jour J, si vous n'avez pas l'habitude de réaliser des photos de nuit, faites-vous au moins une séance d'entraînement et prévoyez d'avoir les accessoires qui vont bien. Un trépied, ça c'est indispensable. Une lampe frontale avec une lumière rouge, c'est quand même mieux. Et un intervallomètre, je vous le conseille vivement. Où est le mien? Il est là. Voilà, ça fait télécommande et intervallomètre, ça permet de prendre des séquences de photos à intervalles réguliers. Et bien sûr, une collection de batteries et de cartes SD de secours, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant et vous pouvez même vous faire une petite checklist à l'avance pour être sûr de ne rien oublier. Et côté appareil et objectif, qu'est-ce que vous devez utiliser pour photographier les aurores boréales? Eh bien, le matériel que vous avez déjà fera certainement très bien le job. Sauf que si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser la nuit, ça peut être un petit peu déstabilisant, surtout que vous allez devoir tout faire en manuel. Les réglages d'exposition, comme la mise au point. Alors si vous n'avez pas vraiment l'habitude d'utiliser 2 jours votre appareil photo en tout manuel, imaginez un petit peu ce que ça va donner dans la nuit noire avec en plus la fébrilité qui accompagne une telle séance avec les aurores qui se déploient au-dessus de la tête. C'est la meilleure manière de vous emmêler les pinceaux si vous ne vous êtes pas un petit peu entraîné. Donc faites absolument des tests avant. Alors côté matériel maintenant, personnellement, j'ai utilisé l'appareil et l'objectif qui me servent pour la voie lactée, à savoir un hybride plein format et un grand angle lumineux de chez Samyang à 20 mm, mais n'importe quel matériel pourra faire l'affaire tant que vous savez comment l'utiliser en manuel. Voilà, maintenant vous avez tout prévu et vous êtes dans les starting blocks pour la prochaine alerte aux aurores. Alors imaginez
imaginez, vous êtes sur le terrain, face au ciel, maintenant, vous faites quoi? Eh bien, il va falloir régler votre appareil et faire des photos régulièrement en direction du nord, même si vous ne voyez rien à l'œil nu. Et ça, c'est quelque chose de super important. Pendant la nuit du 10 au 11 mai, les aurores, elles étaient tellement intenses qu'on les distinguait nettement à l'œil nu, c'était incroyable. Mais si de nouvelles aurores se manifestent, rien ne dit qu'on va pouvoir les voir aussi bien à l'œil nu. Et c'est dans ces cas-là que la magie des capteurs modernes intervient, parce que quand vous laissez entrer la lumière pendant 5, 10 ou 15 secondes dans l'appareil, le capteur va vous révéler des choses que vous ne voyez pas quand vous regardez simplement le ciel à l'œil nu, comme par exemple la Voie lactée ou des aurores boréales. Donc, surtout, ne vous dites pas qu'il n'y a rien dans le ciel juste parce que vous ne voyez rien, et donc prenez des photos de test régulièrement pour ne pas louper l'apparition des aurores boréales. Et côté réglage alors, qu'est-ce que vous devez utiliser? Eh bien, là aussi, je vous conseille de faire quelques essais autour de valeurs de base. Pour vous donner une idée, les photos que je vous présente ici, elles ont été prises à ouverture f2.8 pendant 10 secondes à ISO 800 et avec une mise au point qui a été faite manuellement, précisément sur les étoiles. Si vous partez sur ces valeurs et que vous ajustez un petit peu en fonction des résultats que vous obtenez avec votre propre couple appareil pour objectif, c'est une bonne base. ISO 800, bon, c'est sans doute un petit peu bas si vous n'avez pas un objectif qui ouvre très fort, mais vous avez avec ça des réglages de base qui devraient fonctionner et vous n'aurez plus qu'à ajuster un petit peu en fonction de vos premiers résultats. Juste un petit conseil au passage concernant la vitesse, évitez d'aller au-delà de 10 secondes si vous ne voulez pas de filet d'étoiles sur votre photo. Et puis, de toute façon, les aurores, elles se déplacent elles aussi assez vite dans le ciel, donc allez-y mollo sur les temps de pause si vous voulez pas avoir un rendu qui soit trop diffus et un peu vaporeux. Et dernier réglage très important pour ce type de photo, encore plus que pour des photos de jour, réglez votre appareil sur RAW plus JPEG afin de conserver vos données brutes et pouvoir ensuite développer vos images dans un logiciel dédié. D'ailleurs, si vous voulez voir comment prendre en main rapidement un excellent logiciel gratuit de post-traitement, je vous explique tout dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant et que vous retrouverez dans la description. On se projette encore un petit peu plus loin, vous avez fait votre séance, vous avez des images, donc une fois rentré, il va falloir traiter ces images. Alors, je vais être honnête, pour moi c'était une grande première ces photos d'aurore boréale et la bonne surprise que j'ai eue, c'est qu'au traitement, il n'y avait pas grand chose à faire, en tout cas vraiment pas grand chose par rapport à d'autres types de photos de paysages de nuit, par rapport à la Voie lactée en particulier, c'était vraiment très léger. Donc je vais d'abord vous montrer maintenant comment j'ai retouché mes photos uniques, les prises de vue seules, et je vous montrerai ensuite comment j'ai réalisé un petit panorama. Allez, c'est parti, on passe sur l'ordi. On se retrouve donc dans Darktable pour le développement de cette première image. Si vous voulez voir comment utiliser rapidement et simplement ce logiciel, je vous mets le lien vers une petite vidéo juste au-dessus. Donc ici, je viens d'ouvrir la photo, donc le fichier RAW dans Darktable. Première chose qu'on va réaliser, c'est une réexposition de l'image. Je fais une exposition automatique toute simple en cliquant sur la petite pipette et je fais apparaître un petit cadre blanc ici autour. Donc, est-ce que cette exposition automatique me convient? Là, je vais me concentrer avant tout sur le ciel. Je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu trop lumineux, donc je vais baisser très légèrement l'exposition pour retrouver quand même un minimum d'ambiance nocturne. Voilà, comme ceci. Et puis, j'aimerais quand même réexposer un petit peu le sol qui se trouve ici. Donc, je vais créer une nouvelle instance d'exposition que je vais renommer et je vais l'appeler sol, histoire de savoir exactement ce qu'on fait. Et je vais cette fois-ci augmenter l'exposition de manière plus importante pour le sol. Et pour cela, je vais utiliser un masque, je vais utiliser un dégradé comme ceci pour que ce réglage n'affecte que le sol. Voilà, comme ça. Et je vais le courber légèrement. Je vais diminuer un petit peu la transition comme ceci. Là, on devrait être plutôt pas mal. Je fais disparaître le tracé du masque. Et maintenant, je vais aller augmenter un petit peu l'exposition du sol. Voilà, comme ceci. Pas trop non plus qu'on reste dans quelque chose de nocturne. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal pour l'exposition. Ensuite, quelque chose de très important, c'est d'aller calibrer les couleurs. Donc je vais prendre le module de calibration des couleurs ici, et en fait je vais aller choisir une zone. Alors ici, il me fait une calibration automatique. Franchement, elle est plutôt pas mal. Donc je vais la conserver, mais je ne veux pas qu'elle affecte toute l'image. Donc là encore, je vais faire en sorte qu'elle n'affecte qu'une partie, que le ciel en l'occurrence. Donc je vais aller rappeler le masque que j'ai fait pour l'exposition. Donc maintenant, cette calibration, elle n'affecte plus que le sol, et donc
je vais inverser le masque, comme ceci. Vous voyez maintenant, j'ai un masque qui ne concerne plus que le ciel. Voilà, je fais disparaître le masque, et donc j'ai une calibration ici sur le ciel, et donc ça me paraît un peu violent, donc je vais baisser un peu la chroma ici pour retrouver quelque chose d'un peu plus nuancé. Et voilà, ma calibration ici pour le ciel, elle me semble plutôt pas mal. On va se faire un petit avant, après. Vous voyez que pour le ciel, c'est nettement mieux. Après avoir calibré les couleurs, on retrouve les nuances vertes ici dans l'aurore boréale. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la teinte du sol. Ici, c'était un champ de blé avec des blés qui n'étaient pas mûrs du tout. Et là, ils sont dans les jaunes-orange, pas très jolis, alors qu'ils étaient plutôt verts. Donc, on va aller utiliser la balance de couleurs RVB pour faire cela. Je l'active. Je vais aller chercher le masque d'exposition du sol pour n'affecter ici que cette partie en bas de l'image. Donc voilà, on a le masque qui est placé, et je ne vais pas m'embêter là pour la démonstration, je vais juste faire un petit virage de teinte pour ramener les jaunes dans les verts, voilà, comme ceci. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal, ça correspond beaucoup mieux à ce que j'avais moi sous les yeux, et éventuellement, on peut peut-être augmenter un petit peu la vibrance, pourquoi pas, et je pense qu'on va en rester là. On est très bien, peut-être augmenter légèrement la luminosité du sol ici, en rééclairant un petit peu les ombres. Ouais, je pense que c'est mieux. Voilà, on peut se faire un petit avant-après, avant-après, on est plutôt pas mal. Et là, en fait, de base, l'aurore boréale, elle est tellement colorée, elle est tellement vive que j'ai absolument pas besoin de renforcer la saturation, la vibrance. Moi, je vais la laisser telle qu'elle. On va juste lui donner un petit coup de peps en renforçant le contraste local global de l'image, voilà, comme ceci, et puis après, eh ben, on va finir avec un petit filigrane, et c'est parti, notre photo est terminée. On se fait donc un petit avant-après, voici l'image telle qu'elle était brute de capteur, et voilà le développement après les quelques manips simplement que je vous ai montré. Voilà, moi je trouve qu'on a quand même pas mal amélioré l'image. Et ce que vous pouvez tenter de faire également, si vous avez un petit peu de temps, si vous vous êtes entraîné avant, c'est réaliser un panorama. Et pour ça, je vous montre tout de suite sous Lightroom. On se retrouve donc sous Lightroom, et moi j'utilise Lightroom notamment pour les panoramas parce qu'ils permettent de faire les choses très facilement. Vous avez d'autres logiciels gratuits, ceux-là, qui permettent de le faire, comme par exemple Huggin. Mais moi, vu de toute façon j'ai Lightroom, et ben je l'utilise. Donc ici, vous avez un petit panorama que j'ai fait simplement en tournant l'appareil d'à peu près 30 degrés à chaque fois, et en prenant une nouvelle image. Donc ici, il y a une série de 5 images pour avoir l'ensemble du panorama que je souhaitais. Donc voilà le panorama final que j'ai obtenu. Ici, les vignettes que vous voyez, ce sont les fichiers JPEG de l'appareil. Lightroom s'en sert comme des vignettes. Donc, pour faire un panorama dans Lightroom, rien de plus simple. Vous sélectionnez les images que vous voulez assembler. Donc ici, avec la commande Maj, et en cliquant sur la première et la dernière image, vous faites un clic droit, vous faites fusion des photos, vous faites panorama, et là, Lightroom va vous proposer un aperçu automatique. La méthode sphérique fonctionne généralement très très bien. Si jamais c'est pas top, eh bien vous pouvez utiliser une autre méthode, voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, quand je regarde, eh ben il y a pas de souci. Ici, il s'agit d'un paysage de nuit avec une aurore boréale, donc on peut se permettre de déformer les bords pour que la photo rentre complètement dans le cadre et qu'on ne perde pas de matière sur les bords. Et puis il suffit de faire fusionner, et c'est parti. Ici, Lightroom va créer un nouveau fichier de données de type RAW. Il va créer un DNG. Voilà, c'est fini. Vous voyez qu'il a créé une deuxième fois ce panorama, et donc là, vous n'avez plus qu'à aller dans le module développement pour développer cette image. Et alors, pourquoi est-ce que moi, je ne développe pas mes images dans Lightroom, ou très peu? Parce que ici, par exemple, eh bien, vous voyez que Lightroom a appliqué déjà un profil de couleur par défaut, et moi, j'aime pas du tout qu'il applique comme ça des pré-réglages en grande quantité. Je préfère de très loin toute la latitude que nous offre Darktable. Là, il faudrait retourner sur profil neutre et puis faire le développement. Autre chose, c'est que la balance des blancs et la calibration des couleurs dans Lightroom, moi, je la trouve beaucoup moins précise et beaucoup moins agréable à utiliser que dans Darktable. Pour retrouver quelque chose de correct dans Lightroom, j'ai beaucoup plus de
de mal qu'avec Darktable, mais c'est tout à fait faisable également, notamment pour ce type de photo, pour du panorama. Alors juste une petite précision, c'est que les fichiers DNG qui sont créés par Lightroom ne sont utilisables que dans Lightroom. Il n'est pas possible de réimporter ce DNG dans un autre logiciel. Si vous voulez faire ça, il faut exporter en TIFF et ensuite importer le TIFF dans le logiciel que vous souhaitez utiliser, par exemple Darktable. Mais bon, globalement, pour une belle photo qui va bien juste pour les réseaux sociaux avec Lightroom, vous devriez vous en sortir très correctement. Voilà, normalement, vous avez toutes les infos pour vous tenir prêt pour les prochaines aurores boréales. Et si ce genre de petites vidéos, tuto rapides, droit au but vous plaît, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, faites de bonnes photos.